Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Les Misères de Londres 3. La cage aux oiseaux. Par Ponson du Terrail. Newgate, le cimetière des suppliciés. Chapitre -1. L'Irlandaise avait longuement causé, dans la chambrette du clocher, avec l'homme gris, et sans doute elle savait ce qui allait se passer, car elle ne fit aucune objection et monta dans le cab à 4 places que Shocking, qui était allé en avant, eut bientôt découvert. À Hampstead, cria l'homme gris au cocher. L'enfant ne demanda rien non plus. N'était-il pas avec sa mère, et avec l'homme qui l'avait sauvé du moulin? D'ailleurs, cet enfant était presque un homme, il l'avait prouvé déjà. Le courage, le raisonnement, ces deux qualités essentiellement viriles, avaient chez lui devancé les années. Ralph avait vu pour la première fois l'homme gris dans la prison de la cour de police de Kilburn. Tout ce que cet homme, qui lui avait parlé le cher idiome de son pays, lui avait prédit, s'était réalisé. Ralph avait donc confiance dans l'homme gris comme dans sa mère, et lorsque celui-ci lui dit, tandis que la voiture roulait: « Mon petit Ralph, seras-tu bien obéissant? »« Oh? Oui, monsieur, » répondit-il. « Feras-tu tout ce que je voudrais? »« Oui, monsieur. » Le cab traversa de nouveau Waterloo Bridge, remonta les beaux quartiers jusqu'à Holborn Street et prit la route d'Hampstead. « Est-ce que nous retournons chez Mistress Fanoche ?» demanda Shocking. Ce nom fit tressaillir la mère et l'enfant. Cependant, aucune crainte ne se peignit sur leur visage. « Non, » répondit l'homme gris. « Nous allons simplement à ma maison de campagne. » Shocking crut avoir mal entendu. « Est-ce que vous avez une maison de campagne à Hampstead, maître ?» demanda-t-il. « Ce n'est pas moi. »« Qui donc alors ? » ?»« C'est toi. »« Moi ? » fit Shocking stupéfait. « Toi-même, mon cher. »« Maître, » reprit Shocking, « je suis habitué à vous voir faire des miracles, mais il en est que Dieu lui-même, je crois, ne saurait faire. »« Bah, » fit l'homme gris. « Non seulement je n'ai pas de maison de campagne, mais encore je n'aurai pas de domicile dans Londres demain, car ma dernière semaine payée à mon boarding expire demain, et... » Shocking s'arrêta. « Et ?» fit l'homme gris en souriant. « Et je n'ai plus d'argent, » balbutia Shocking en baissant la tête. « Comment, » dit l'homme gris, qui se plut à prendre un air sévère, « tu as déjà dépensé les 10 livres de Lord Palmure. » La tête de Shocking retomba presque au milieu de sa poitrine. « Dame, » fit-il, « j'ai cru que ça ne finirait jamais et je suis allé un peu vite. » Après cela, dit l'homme gris, un mort n'a plus besoin de domicile. Comment un mort ? Sans doute. Mais je suis bien vivant, dit Shocking. Je te prouverai tout à l'heure, non seulement que tu es mort et qu'il n'y a plus de Shocking en ce monde, mais encore. Ah, par Saint-Georges, s'écria Shocking, je suis crédule, maître, mais pas à ce point. Attends, tu verras. Shocking regarda l'homme gris avec une véritable inquiétude. On passait alors auprès d'un réverbère, et sa lueur tombait d'aplomb sur le visage. Bon, dit celui-ci, souriant toujours, tu te demandes si je ne suis pas fou. Shocking ne répondit pas. Et si au lieu de me suivre à Hampstead, tu ne ferais pas mieux de me conduire à Bedlam? Dame, fit naïvement Shocking. Eh bien, un peu de patience, mon cher, et tu verras que tout ce que je t'ai dit est la pure vérité. Shocking tomba en une rêverie profonde. La scène récente du cimetière avait quelque peu troublé son cerveau, et les paroles de l'homme gris achevaient de le confondre. Mais ce qui l'étonnait peut-être plus encore, c'est que ces paroles, si étranges qu'elles fussent, n'avaient point paru impressionner l'Irlandaise qui même avait eu 2 ou 3 fois un pâle sourire. Le cab roula quelque temps encore, puis il s'arrêta. Alors Shocking mit la tête à la portière, et reconnut la montée des bruyères et la maison de Mistress Fanoche. « Mais vous voyez bien que c'est chez Mistress Fanoche que nous allons, » dit-il. « Tu crois ? Pardine, nous voici dans Eastmount. »« C'est vrai. Et voilà la maison. Descends toujours, tu verras. » En même temps, l'homme gris donna la main à l'Irlandaise qui sortit du cab, et son fils la suivit. Shocking les avait imités. Il demeurait planté sur ses pieds, se demandant pourquoi l'homme gris, qui s'était toujours montré bienveillant et affectueux,
se moquait ainsi de lui. Cependant l'homme gris, au lieu de se diriger vers la grille de Mistress Fanoche, s'était arrêté à la grille à côté, ce que Shocking vit parfaitement, car le brouillard était moins épais à Hampstead qui est sur la hauteur, et un bec de gaz se trouvait entre les deux habitations. Une chose qui eût encore étonné Shocking, si Shocking eût pu s'étonner de quelque chose d'ordinaire, après qu'on venait de lui certifier qu'il était mort, c'est que l'homme gris avait congédié le cab, après avoir payé le cocher. On allait donc rester à Hampstead. Quand l'homme gris eut sonné, Shocking vit une fenêtre de la maison qui se trouvait au fond du jardin, et qui paraissait déserte, s'éclairer subitement. Peu après le sable du jardin cria sous des pas d'homme, et bientôt la grille s'ouvrit. Alors Shocking délia sa langue. « Mais où allons-nous » dit-il. « Visiter ta maison de campagne. »« Encore ?»« Mesdames, fit l'homme gris, ai-je donc l'habitude de te mentir ?» Shocking, ahuri, regarda celui qui venait d'ouvrir la grille. C'était un vieux domestique en livrée, et d'une tenue irréprochable. Il avait une lanterne à la main, et s'inclina sans mot dire devant les nouveaux venus. L'homme gris poussa Shocking devant lui, et donnant toujours le bras à l'Irlandaise qui tenait son fils par la main, ils entrèrent tous les quatre dans le jardin. Puis le valet ayant refermé la grille, les précéda dans l'allée sablée qui conduisait à la maison. Shocking marchait toujours en chancelant. « Je crois bien, murmurait-il, que je fais un rêve. » Ils pénétrèrent dans un large vestibule dallé en marbre, et garni de statues et de corbeilles de fleurs. Le valet ouvrit une porte à gauche, et Shocking, de plus en plus ébloui, se vit au seuil d'un parloir confortable et luxueux. Un grand feu de houille brûlait dans la cheminée, et il y avait au milieu de la pièce une table toute servie. Dans tous les cas, pensa Shocking, le rêve est assez joli. Et il aspira ces odeurs succulentes, qui se dégageaient de la table. Alors l'homme gris lui dit : « Tu dois avoir faim, car nous avons oublié de dîner aujourd'hui. » « Mais puisque je suis mort, dit Shocking. C'est Shocking qui est mort. Shocking et moi ça ne fait qu'un. Tu verras tout à l'heure le contraire. Mais, ajouta l'homme gris, un gentleman aussi délicat que toi ne saurait se mettre à table dans le piteux costume où tu te trouves. Où voulez-vous que j'en trouve un autre ? Ton valet de chambre va te conduire à ton cabinet de toilette, et tu t'habilleras. Mon valet de chambre ? Sans doute. L'homme gris s'approcha de la cheminée, et secoua un gland de sonnette. Alors Shocking abasourdi vit entrer un autre valet, également en livrée, qui, s'adressant directement à lui, lui dit : « Si votre honneur daigne me suivre, je conduirai votre honneur à son appartement. » Cette fois Shocking jeta un grand cri et dit à l'homme gris : « Mais pincez-moi donc le bras, réveillez-moi donc, je ne veux pas dormir plus longtemps. » Fin du chapitre. Chapitre -2. Mais va donc, imbécile, répéta l'homme gris en poussant Shocking par les épaules. Cette fois Shocking comprit qu'il ne dormait pas, car la poussée vigoureuse qu'il venait de recevoir l'eût certainement réveillé. Il se résigna donc et suivit le second valet. Celui-ci lui fit traverser de nouveau le vestibule, et, un flambeau à la main, il gravit devant lui un escalier à marche de marbre. Shocking était devenu docile, et en montant, il fit cette réflexion qu'un homme qui se moquait de la police et ouvrait les portes des prisons, comme l'homme gris, était capable de tout. Le valet, arrivé au premier étage, lui fit traverser une antichambre, puis un grand salon, puis un petit. Tout cela était confortable, et d'un luxe divin. Après le petit salon, Shocking trouva une chambre à coucher, et après la chambre, un vaste cabinet de toilette. Une large tablette de marbre jaune supportait une garniture en vermeil, des brosses en ivoire, des peignes d'écaille, tout le confort, tout le luxe d'un vieux garçon qui ne veut pas vieillir. Il y avait sur les dressoirs des pots de colle-crème, des cosmétiques, des rasoirs, et dans un coin une baignoire pleine d'une eau tiède et parfumée. Shocking recommença à croire qu'il était le jouet d'un rêve, mais le rêve devenait de plus en plus agréable. Le valet était sérieux et digne. « Votre honneur, dit-il, fera bien de prendre un bain. » Et il se mit à le déshabiller, et, en un tour de main, Shocking fut débarrassé de ses guenilles, chaussé de pantoufles de liège, enveloppé dans un peignoir de toile fine,
et il n'avait pas eu le temps de crier ouf qu'il était dans le bain. Pendant ce temps-là, dit alors le valet, je vais peigner et coiffer votre honneur. Et il se mit à la besogne. Shocking le laissa faire, et il éprouva des voluptés infinies à sentir ses membres se dilater sous la douce chaleur du bain, tandis qu'un peigne courait dans ses cheveux blonds et déjà grisonnants. Un quart d'heure après, Shocking sortait du bain. Ses locks avaient disparu. Mais il y avait sur une chaise de beaux habits tout neufs, une chemise de batiste, une cravate blanche, un gilet à boutons de métal, et le valet, impassible, se mit à l'habiller aussi gravement que s'il n'eût jamais fait autre chose. Puis, la toilette terminée, il le conduisit devant une grande glace à pivot mobile. Et Shocking recula ébloui. Il avait l'air d'un père d'Angleterre, il était frisé, parfumé, tiré à 4 épingles, et sa longue figure famélique avait même un air de singulière distinction. Le valet reprit le flambeau et dit : « Maintenant, votre honneur veut-il descendre à la salle à manger ? » Mais Shocking fut pris d'une résolution subite, et regardant le valet face à face. « Ah ça drôle, dit-il, m'expliqueras-tu ? Que désire savoir votre honneur ? D'abord, qui tu es ? Je me nomme John, et je suis le valet de chambre de votre honneur. Bon, et où suis-je ? Mais votre honneur est chez lui. Allons donc. Aussi vrai que je me nomme John, et que votre seigneurie. Voici que tu m'appelles seigneurie, maintenant ? Sans doute. C'est le titre qui appartient à Lord Vilmot. Hein, qu'est-ce que cela ? C'est le nom de votre seigneurie. Imbécile, dit Shocking, ne sais-tu donc pas qui je suis ? Lord Vilmot, répéta le valet. Mais non, je m'appelle Shocking. Shocking est mort, dit une voix sur le seuil. Shocking se tourna, et aperçut l'homme gris. Lui aussi, avait fait un bout de toilette, et remplacé ses guenilles par des vêtements de gentleman. Il était même aussi correctement vêtu que le jour où, sous le nom de Lord Cornhill, il s'était présenté dans Kilburn Square pour visiter la maison de Monsieur Thomas Elgin. Shocking demeura bouche béante devant l'homme gris, qu'il n'avait jamais vu ainsi vêtu. « Viens souper, » lui dit celui-ci, « et je t'expliquerai comment Lord Vilmot est entré dans la peau de Shocking. » Le pauvre diable fit un pas vers la porte, mais le valet de chambre le retint par un geste respectueux. « Je crois, dit-il, que votre seigneurie oublie de prendre de l'argent. » Ce mot produisit sur Shocking l'effet d'une douche d'eau glacée, qui lui serait tombée sur la tête. « De l'argent, balbutia-t-il. »« De l'argent, répéta le valet. Et où veux-tu que j'en prenne ? Dans ton secrétaire, parbleu, dit l'homme gris qui riait toujours. Et il montrait dans un coin du cabinet de toilette, un joli meuble de boule. La clé était dans la serrure. Shocking se décida à porter une main tremblante sur cette clé, qui tourna. Le meuble s'ouvrit. Bon, fit l'homme gris. Ouvre ce tiroir, à présent. Shocking obéit encore. Et soudain il fit un pas en arrière. Le tiroir était plein d'or. Oh, fit-il, c'est à devenir fou. Sois, dit l'homme gris, mais en attendant, mets quelques guinées dans ta poche. Et Shocking plongea une main fiévreuse dans le tiroir. Cependant, comme l'or brûle les mains de ceux qui n'ont pas l'habitude d'y toucher, le pauvre diable se montra discret, il prit 5 ou 6 guinées seulement et les glissa dans sa poche avec hésitation. L'homme gris souriait toujours. Il prit Shocking par le bras, et l'entraîna. Quand ils furent hors du cabinet de toilette, il lui dit : « As-tu faim ? » ?»« Je ne sais pas, » répondit Shocking. « Et soif ? » ?»« Pas davantage. » Shocking ne savait même plus s'il était mort ou vivant, comment aurait-il pu savoir s'il avait soif ou faim ? Ils arrivèrent dans le parloir, où la table était dressée. Mais l'Irlandaise et son fils ne s'y trouvaient plus. « Où sont-ils donc ? » demanda naïvement Shocking. « Couchés, » répondit l'homme gris. « Ici ? » Parbleu. Alors le mendiant eut un accès de raison. « Maître, dit-il, depuis que je me suis attaché à vous, je vous ai loyalement servi. »« C'est vrai, dit l'homme gris. Ai-je donc mérité que vous vous moquiez ainsi de moi ? » ?»« Mais je ne me moque pas, dit l'homme gris en se mettant à table. »« Vrai ? » Et Shocking se mit à table à son tour, en disant : « Je crois que j'ai faim. »
Et je parie que tu as soif. Sur ce mot, l'homme gris lui versa à boire. Un nectar, dit Shocking qui vida son verre d'un trait. Puis il avisa sur un coin de la table une écritoire, du papier et une plume. Pourquoi donc cela? Dit-il. Pour faire ton testament. À ces mots, Shocking jeta un grand cri et laissa tomber sa fourchette. Ah mon Dieu, fit-il, je commence à comprendre pourquoi vous me disiez que Shocking était mort. Le vin que je viens de boire était sûrement empoisonné. Fin du chapitre. Chapitre -3. Que se passa-t-il entre Shocking et l'homme gris, à partir de ce moment? Qui Mistress Fanoche, qui se présenta le lendemain matin, trouva-t-elle dans la maison voisine de la sienne? Voilà ce qu'il nous est impossible de dire pour le moment, et nous allons nous transporter dans Piccadilly, à St. James Hotel, où était descendu la veille au soir, le major Sir John Waterley et sa jeune femme, arrivés par le dernier train. Miss Emily Ombury, devenue Madame Waterley, avait dû, pour obéir à la loi anglaise qui régit les grandes familles, renoncer à sa part de l'héritage paternel. Il est vrai que son père avait mis 15 ou 20 000 livres en banquenotes dans sa corbeille de mariage, mais c'est une mince fortune pour un ménage anglais du grand monde. Les nouveaux époux avaient donc pris, en arrivant à l'hôtel St. James, un appartement des plus simples. Il était à peine 8 heures du matin, et quelque chose qui ressemblait aux premières clartés du jour commençait à filtrer au travers du brouillard. Sir John Waterley était cependant déjà levé et assis au chevet du lit de sa femme. Tous deux causaient. « Oh, mon cher enfant, disait Madame Waterley, vous êtes bien sûr, John, que nous allons le retrouver? Oui, mon ami, répondit le major avec émotion. Vous ne vous figurez pas, mon cher trésor, reprenait la jeune femme, quel funeste pressentiment m'assaille nuit et jour. Pourquoi ces pressentiments, mon ami? Il y a 11 ans que nous n'avons eu des nouvelles de notre enfant. Je vous assure qu'il est vivant. Et moi, dit Miss Emily, qui cacha sa tête dans ses mains, je n'ose croire à vos paroles. Vous êtes folle, ma chère. Je vous jure que nous le trouverons grand et robuste. Avez-vous donc si grande confiance en cette femme qui s'en est chargée? Sir John tressaillit. Mais sans doute, dit-il. Pauvre enfant, dit Miss Emily, quel sera son avenir? Il ne sera pas riche. Il sera soldat comme moi, dit le major. Ah, dit encore la jeune femme, pourquoi ne sommes-nous pas soumis à des lois plus justes? Mon père avait des millions, et mon fils sera pauvre. Sir John baissa la tête et une larme silencieuse brilla dans ses yeux. Mon ange aimé, dit-il à sa jeune femme, j'ai fait demander un cab, et je vais courir à Dudley Street. C'est là que demeurait cette femme quand je suis parti. C'est là, je suis sûre, que je retrouverai notre fils. Mais mon ami, dit Miss Emily, pourquoi ne voulez-vous point que je vous accompagne? Pourquoi voulez-vous retarder ma joie, si toutefois c'est une joie qui nous attend? Et Madame Waterley soupira, et leva les yeux au ciel. Mon ami, répondit le major, je ne veux pas que vous m'accompagniez d'abord, parce que le voyage vous a brisé. Oh, je suis forte. Ensuite, parce que la joie fait mal aussi bien que la douleur, et que je redoute pour vous les grandes émotions. Restez, je vous en prie, je serai de retour avant 1 heure. Et le major était sorti sur ces mots, s'était jeté dans un cab, et avait dit au cocher de le conduire à Dudley Street. La distance de Piccadilly au quartier irlandais est courte, et le major l'eut franchie en quelques minutes. Le cœur lui battait, quand sa main se posa sur le bouton de la porte. Pourtant le major était un homme énergique, il avait fait 10 campagnes dans l'Inde comme l'attestait son visage bronzé, et il avait assisté à de rudes batailles. Mais en ce moment, une émotion si violente l'agitait qu'il hésita à entrer. Comme si quelqu'un à l'intérieur de la maison eût deviné son angoisse, la porte s'ouvrit avant que la sonnette eût tinté. En même temps une femme parut sur le seuil, et regarda curieusement le major. Ce n'était pas la vieille dame au bésicle, c'était Mary l'Écossaise, que Mistress Fanoche avait envoyée à Londres, à l'issue de son entrevue avec le mystérieux personnage de la maison voisine. Mary regarda donc le major et lui dit « Que demande votre honneur ?» Mistress Fanoche, dit-il. C'est ici, et vous êtes sans doute le major Waterley. Oui.
Madame est à son cottage d'Hampstead, et elle m'a envoyé ici pour attendre votre honneur. Sir John tremblait. Elle est à Hampstead avec le fils de votre honneur, ajouta Mary. Le major jeta un cri et s'appuya au mur du vestibule, tant son émotion fut forte. Le fils de votre honneur est un grand et bel enfant, dit encore Mary. Le major n'en entendit pas davantage. Il poussa la servante dans le cab, s'assit à côté d'elle et cria au cocher. À Hampstead. Ismount, ajouta Mary l'Écossaise. Le cocher avait un bon cheval dont le major accéléra encore la rapidité, en promettant au cocher un bon pourboire, et en moins de 3/4 d'heure, le major arrivait au cottage. Mistress Fanoche l'attendait dans son parloir. Elle avait fait une toilette minutieuse, mis toutes ses bagues et tous ses bracelets. « Mon fils, où est mon fils ?» dit le major en entrant. Mistress Fanoche était souriante. « Je comprends l'impatience de votre honneur, dit-elle. Néanmoins, je le supplie de m'écouter un moment. Le fils de votre honneur est bien portant, il est à 2 pas d'ici, et je conduirai votre honneur dans 5 minutes, aussitôt que je lui aurai dit. » Le major s'assit et maîtrisa son impatience. Mistress Fanoche reprit. « J'ai fait élever l'enfant en Irlande, par une robuste paysanne qui l'appelle sa mère. Quand j'ai reçu la première lettre de votre honneur, je me suis empressé de les faire revenir tous deux. Mais pourquoi ne sont-ils pas ici ? Demanda le major. Que votre honneur daigne se mettre à la fenêtre. Bien après ? Voyez-vous le mur du jardin ? Oui. Derrière, il y a l'habitation d'un vieux lord irlandais, fabuleusement riche et qui a pris votre enfant en amitié. Ah, fit le major. Lord Vilmot n'a ni enfant ni parents, et il voudrait adopter votre fils. Le major tressaillit. Je tenais à vous dire cela, fit Mistress Fanoche, afin que vous ne fussiez point trop étonné. Maintenant, si votre honneur veut me suivre. Vous allez me montrer mon fils ? Oui. Et Mistress Fanoche jeta un châle sur ses épaules, ouvrit la porte du parloir et Sir John Waterley la suivit. 2 minutes après, elle entrait dans le jardin de cette villa où la nuit précédente, Shocking avait cru faire un rêve des 1001 nuits. Ralph était dans le jardin. Le voilà, dit Mistress Fanoche. L'enfant leva un œil étonné sur le major. Le major, pâle d'émotion, s'élança vers l'enfant et le prit dans ses bras. En ce moment, un domestique en livrée sortit de la maison, s'approcha du major et lui dit « Lord Vilmot, mon maître, serait heureux de recevoir votre honneur. Il souffre d'un accès de goutte et ne peut quitter sa chambre. » Le major serrait toujours dans ses bras celui qu'il croyait être son fils. Fin du chapitre. Chapitre -4. Les rôles avaient été merveilleusement distribués sans doute et répétés avec soin en présence de ce metteur en scène prodigieux, qui s'appelait l'homme gris, car il n'y eut personne dans la maison où pénétrait le major Waterley, qui ne s'acquitta correctement du sien. Ralph, que le major embrassait toujours, lui disait naïvement « C'est donc vous qui êtes mon père ?» Au seuil du vestibule, le major vit une femme qui fondait en larmes. C'était l'Irlandaise. L'Irlandaise joignit les mains en regardant le major, et lui dit « Ah, monsieur, ne me séparez pas de ce cher enfant. Je lui ai donné mon lait, et je l'aime comme s'il était sorti de mes entrailles. Ne m'en séparez pas, je vous servirai pour rien. » « Je vous le promets, » dit le major ému. Et il continua son chemin sur les pas du vieux domestique qui lui avait dit que son maître, Lord Vilmot, l'attendait avec impatience. Lord Vilmot était dans ce même parloir où, la veille au soir, Shocking et l'homme gris avaient soupé tête à tête. Le major aperçut un vieillard emmitouflé dans une vaste robe de chambre, couché sur une chaise longue, et la tête enveloppée de foulard. Auprès de lui se tenait un homme vêtu de noir, qui pouvait avoir 37 ou 38 ans. « Le docteur Gordon, mon médecin, » dit Lord Vilmot, en présentant cet homme à Sir John Waterley. Le docteur et le major se saluèrent. Le domestique sortit et ferma la porte. Ralph vint s'asseoir sur le bord de la chaise longue, et prit l'une des mains de Lord Vilmot en lui disant d'une voix caressante « Comment vas-tu aujourd'hui, mon grand ami ?»« Monsieur, dit Lord Vilmot au major, je n'ai aucun secret pour le docteur Gordon que voilà,
et vous permettrez, n'est-ce pas, que nous causions devant lui. Sir John ne devinait guère ce que Lord Vilmot, qu'il voyait pour la première fois, pouvait avoir à lui dire, mais il était si heureux d'avoir auprès de lui cet enfant qu'il croyait son fils, qu'il était prêt à tout écouter. Il prit le siège que lui avança le docteur. « Monsieur, dit alors Lord Vilmot, ce jeune enfant que vous voyez là fait ma joie, et je lui dois les meilleurs jours de ma vieillesse prématurée et souffrante. Il me vient voir chaque jour, et sa vue me rappelle un fils que j'ai perdu, et qui était tout ce que j'aimais en ce monde. Est-ce une illusion? Peut-être. Mais cet enfant me paraît la vivante image de mon fils mort. Avait-il cet âge-là quand vous l'avez perdu? Oui, monsieur, dit Lord Vilmot, de plus en plus ému. Sir John ne savait encore où le malade en voulait venir. Monsieur, poursuivit Lord Vilmot, je suis attaqué d'une maladie qui, au dire du docteur, ne pardonne pas. Je puis mourir demain, et je veux assurer l'avenir de votre fils. Milord, balbutia le major. Lord Vilmot fit un signe au docteur, qui prit un portefeuille sur un meuble et le lui tendit. Lord Vilmot continua. Je n'ai pas de proches parents, et je veux faire de votre fils mon héritier. J'ai rédigé mon testament en ce sens, et vous n'aurez que votre signature à apposer au bas de cet acte qui porte déjà la mienne, pour que l'adoption soit en règle. Cependant je mets à cette adoption une condition. Parlez, monsieur, dit le major. Votre fils, grâce à la fortune et au titre que je lui laisserai, pourra un jour faire une grande figure dans le monde. Le major tressaillit d'orgueil. Il faut donc qu'il soit élevé convenablement, et je désire qu'il soit admis à Christie's Hospital. Il vous est facile d'obtenir son admission, à vous, officier de l'armée de terre, car c'est de préférence aux enfants de militaires qu'on accorde cette faveur. En effet, dit le major. J'ajouterai même, poursuivit Lord Vilmot, que je désire que vous fassiez sur le champ les démarches nécessaires. Je les ferai, dit Sir John Waterley. Je puis mourir, répéta Lord Vilmot, et je ne vous cacherai pas mon impatience de voir l'enfant revêtu de la soutane bleue et des bas jaunes. À première vue, j'ai l'air d'un excentrique, n'est-ce pas? Mais si je vous dis que le fils que je pleure était élève de Christ Hospital, vous me comprendrez. Oui, milord. Lord Vilmot prit alors l'acte d'adoption, le déplia et le mit sous les yeux du major. Cet acte contenait l'énumération de la fortune de Lord Vilmot. Cette fortune se composait d'un titre de rente de 30 000 livres sterling, et des titres de propriété foncière situés en Irlande. Le major vit son fils riche, il se vit lui-même gérant au premier jour de cette immense fortune, et il prit la plume que lui tendait Lord Vilmot et signa. Le docteur Gordon, ce médecin qui n'avait pas dit un mot durant cette scène, ne fut peut-être pas étranger à la résolution subite du major. Cet homme avait laissé peser sur lui un de ces regards chargés de mystérieuses effluves magnétiques, qui violentaient la volonté d'autrui. C'était lui qui avait présenté la plume au major. Et le major avait pris cette plume. Lui encore qui, du doigt, avait indiqué au bas de l'acte d'adoption, la place où le major devait écrire son nom. Et le major avait senti que sa main était poussée par une force inconnue. Il avait signé. Dès lors, il était engagé d'honneur à remplir la condition imposée par le donataire, c'est-à-dire de faire admettre celui qu'il croyait son fils au fameux collège de Christie's Hospital. Et quand ce fut fait, il regarda Lord Vilmot et lui dit : « Milord, à cette heure, une pauvre femme, une pauvre mère, qui ne sait encore si son fils est mort ou vivant, attend mon retour avec anxiété. Voulez-vous me permettre de courir à Londres, et de ramener Mistress Waterley ? » Oui, certes, dit Lord Vilmot. Et quand le major fut parti, le docteur Gordon, qui n'était autre que l'homme gris et feu Shocking, devenu Lord Vilmot, se regardèrent en souriant. « Je suis content de toi, dit le premier. Maître, répondit Shocking, tout ce que nous avons fait là est fort bien, mais une chose m'embarrasse. Laquelle ? Voilà l'enfant devenu le fils de Sir John Waterley. Jusqu'au jour où je démontrerai clair comme le jour au major, que Ralph est le fils de Sir Edmund Palmure. Mais ce jour est loin encore, et l'enfant une fois entré à Christ Hospital, nous serons tranquilles, et nous attendrons qu'il soit devenu homme pour lui révéler la mission qui lui est réservée. Soit, mais la fortune, qui la gardera ? Lui parbleu.
Cette fortune existe donc? Sans doute. Les titres de rente ne sont pas imaginaires? Non. Et les terres d'Irlande? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.